crois que c'est quand même pas encore tout à fait, on n'est pas encore tout à fait parvenu à l'égalité dans le regard qui peut être porté sur la littérature écrite par des hommes ou par des femmes. Bonsoir et merci beaucoup d'être là ce matin pour écouter Camille Laurence, avec qui nous allons tenter de revenir sur l'ensemble d'une œuvre foisonnante et brillante. Nous avons peu de temps, 1 heure donc, et cette œuvre est très grande. Alors je vous propose de nous lancer dans cette conversation sans un interminable préalable. Je vais interroger Camille pendant 3 quarts d'heure sur son dernier roman, Fille, mais aussi sur l'ensemble de son travail et sa manière de travailler. Et puis viendra le temps des questions de la salle. N'hésitez pas à en poser, vous serez vraiment les bienvenus. Donc Fille, qui est paru en août chez Gallimard, retrace la vie de sa protagoniste, Laurence Barraquer, pendant presque 60 ans, à partir de sa naissance et de la déception pour ses parents, enfin surtout pour son père, qu'elle soit une fille. On aperçoit ainsi l'évolution de la condition féminine sur 3 générations. La mère de Laurence et sa fille Alice. Fille a été accueillie pour ce qu'il me semble être, c'est-à-dire un grand roman féministe. Est-ce que cela vous convient? Est-ce que cette dimension, disons, militante, peut mettre un petit caillou dans la chaussure de l'écrivaine que vous êtes, qui est très attentive aux ambivalences, aux nuances, etc. Oui, moi je revendique complètement le terme de roman féministe. Contrairement à ce qu'on entend parfois, être féministe ce n'est pas une injure, enfin, bien que ce soit quelquefois pris comme ça. C'est-à-dire, voilà, vous êtes féministe, c'est vraiment quelque chose qui est parfois pris en mauvaise part. Pour moi, être féministe, c'est défendre la cause des femmes, c'est vouloir que les femmes atteignent l'égalité, la parité dans tous les domaines. Et donc, c'est un roman que j'ai écrit pour montrer, peut-être aussi pour montrer aux générations nouvelles, par exemple à celle de ma fille, j'ai une fille qui a 25 ans, ce que pouvait être le sort d'une fille, disons, il y a une 60aine d'années, puisque mon héroïne est née en 1959, parce que je me suis rendu compte que les jeunes femmes, et les hommes aussi d'ailleurs, n'avaient pas forcément conscience de ce qu'avait été le destin des femmes sur 3 générations en fait. Donc c'est pour ça que, comme vous le rappelez, il y a la mère et même la grand-mère un petit peu, mais enfin surtout la mère qui est mariée à une époque où une femme ne peut pas travailler sans l'accord de son mari, ne peut pas signer un chèque sans l'accord de son mari, avoir un compte en banque personnel. C'est quand même des choses qui ne sont pas si anciennes que ça. Cette autorisation a été donnée en 1965. C'est pas la préhistoire. Et donc montrer l'évolution sociale, historique, et puis aussi évidemment sexuelle, sentimentale, affective. Comment sur 3 générations les femmes ont pu évoluer. Puisqu'il se trouve que je suis partie aussi de mon expérience personnelle, puisque il se trouve que j'ai traversé les grands moments du féminisme. J'étais adolescente au moment du MLF, du MLAC, le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception. Et puis le roman se termine avec le mariage pour tous. Donc il y a eu comme ça des grandes traversées. Et puis évidemment MeToo ces dernières années. D'ailleurs, vous avez raconté l'avoir écrit, Fille, dans le sillage de MeToo et des conversations que vous avez pu avoir avec votre fille notamment. Mais celle que vous croyez, qui était parue chez Gallimard en 2016, donc avant le mouvement MeToo, contenait quelque chose de très féministe. Enfin, en tout cas, me semble avoir été un roman féministe. On y trouvait, sous le jeu de la structure, derrière sa drôlerie et derrière ce texte très littéraire, construit, gigogne, une forme de colère à l'égard de ce que les hommes faisaient aux femmes. Il était écrit qu'ils voulaient les tuer. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez par ailleurs que Fille pourrait être une forme de prolongement de celle que vous croyez?
Ah oui, mais c'est un prolongement en fait je pourrais dire de tous mes romans précédents, de celles que vous croyez, oui, parce que enfin, je m'attachais plus spécifiquement à l'invisibilisation des femmes à partir de 50 ans dans la société, le fait oui, qu'elles devenaient invisibles, qu'elles n'entraient plus dans aucun champ social finalement. Mais je dirais que depuis mon premier livre, donc c'était Index qui a dû paraître en 1991, où je me suis toujours interrogée sur la question de l'identité, et particulièrement de l'identité sexuelle, puisque dans mon premier roman, il y avait un jeu sur celle, d'ailleurs, à ce moment-là que j'ai pris mon pseudonyme de Camille Laurence, parce que Camille n'est pas mon prénom, et je voulais un prénom qui soit un prénom mixte, parce que cette question de l'identité, qu'est-ce que ça veut dire être une fille, être un garçon, est-ce que tout ça n'est pas justement fluide, ambigu, ambivalent, selon les moments, selon les personnes. Et donc, voilà, je dirais que tout mon travail, l'amour roman, c'était aussi déjà 3 générations de femmes et la façon dont les mariages, depuis les mariages arrangés, les mariages d'amour, la façon de se rencontrer, de divorcer, comment tout cela avait évolué. Donc oui, c'est une continuité. Alors effectivement, Fille, je l'ai écrit dans la mouvance du mouvement MeToo, parce que ça m'a donné le sentiment que c'était le moment de faire un état des lieux, donc sur une 60aine d'années, en revenant en arrière, mais c'est quand même, disons, mon sujet, la question de l'ambivalence, en fait, et de l'identité. Je voudrais vous citer une phrase de Christine Angot dans un entretien avec le patron du Monde des Livres, Jean Birnbaum, que je suis contractuellement tenue de citer une fois par heure. Et elle disait ceci: souvent dans les livres, ce qu'on pourrait appeler le savoir féminin est absent. Qu'on soit homme ou femme, on peut en avoir une connaissance ou une ignorance. Moi, je m'efforce de faire en sorte que ce savoir-là remplisse la page. C'est indéfinissable, le savoir féminin, on le voit dans le regard de certaines femmes, d'autres n'en veulent pas, elles veulent vivre au royaume du savoir masculin. Le savoir féminin, ça n'a rien à voir avec le discours féminin, et c'est lié à la gaieté intense qu'on a à être une fille. C'est marrant d'être une fille, et cette gaieté, on essaye de nous la retirer. Le savoir féminin, c'est être indifférent à cette tentative. Et je voudrais savoir ce que ça peut vous inspirer, cette idée de gaieté intense, qui n'apparaît pas forcément constamment dans Fille, mais qui existe dedans, et le livre se termine sur cette phrase: c'est merveilleux une fille. Oui, c'est-à-dire que je comprends très bien ce que dit Christine Angot. Elle a la gaieté, simplement la gaieté d'être une fille. Bon, on n'a pas toujours l'occasion d'être follement heureuse d'être une fille. Et il est vrai que dans ce roman, dans ce dernier roman, il y a des moments de gaieté, mais enfin, je repère surtout les moments où le fait d'être une fille est un inconvénient majeur. Donc tout ce qu'une fille subit du seul fait d'être une fille, et donc il n'y a pas trop d'occasion de se réjouir. Et des moments où je crois que c'était le personnage de Celle que vous croyez qui disait parfois: j'aimerais tellement être un homme, ça me reposerait. Et bon, moi, c'est quelque chose que j'ai pu ressentir et que mes personnages ressentent assez souvent. Le fait que ce n'est pas un atout d'être née fille. Parce que c'est n'être qu'une fille aussi. Mais il y a aussi, alors en tout cas, il me semble qu'il apparaît la gaieté intense à être une mère. Que c'est dans le fait d'être une mère que cette histoire de gaieté intense apparaît dans le texte. Dans ce roman, oui, c'est vrai que c'est une sorte un petit peu d'initiation à l'envers, c'est-à-dire que on peut penser que ce sont les mères qui apprennent quelque chose à leurs filles, qui transmettent un héritage féminin, quelque chose justement peut-être de la joie d'être une fille. Et là, en fait, c'est l'inverse. C'est la fille de la narratrice qui va finalement, au bout d'un long parcours, lui faire comprendre que ça peut être merveilleux d'être une fille.
mais son parcours à elle, son parcours de fille, de femme, jusqu'au moment où elle peut dialoguer avec sa fille, est plutôt grevé négativement. Alors, je voudrais rester sur cette phrase, c'est merveilleux une fille, donc il y a la dernière phrase, et 20 ans plus tôt, 20 ans avant Fille, vous avez écrit un roman qui a connu un succès considérable, Dans ces bras-là, qui était paru chez POL, qui est prix Femina. Et la 4e de couverture annonçait, peut-être plus ironiquement, « Je suis l'homme, n'est-ce pas merveilleux ?» Est-ce que vous faisiez signe à Dans ces bras-là avec cette dernière phrase? Oui, enfin, je m'en suis souvenue, effectivement, mais... n'est-ce pas merveilleux? Oui, c'est parce que Dans ces bras-là, c'était vraiment un roman où j'interrogeais la différence sexuelle. Qu'est-ce que c'était qu'être une femme face à un homme? Est-ce qu'il y avait vraiment une différence? Est-ce qu'on pouvait dire, voilà, un homme c'est comme ci, une femme c'est comme ça? Quelle était la nature du désir? Puisqu'en fait, c'était un roman sur le désir né de la différence sexuelle. Donc, après, il y a d'autres formes de désir. Là, il se trouve que c'était vraiment ça le point central et même névralgique. Donc, il y avait un émerveillement de cette différence et non pas enfin, il y avait une forme aussi d'ironie, d'interrogation parfois cruelle sur cette différence qui pouvait être une opposition, un conflit. Bon, j'interrogeais aussi ce qu'on a appelé la guerre des sexes, mais globalement, il y avait quand même un émerveillement devant la différence sexuelle. Et qui était plus tourné vers l'autre. Alors peut-être justement que c'était un reliquat de névrose et de... Non mais c'est vrai, voilà, qu'au lieu de s'interroger sur soi-même, ce que c'est qu'être soi comme femme, eh bien, j'interrogeais davantage le rapport à l'autre. Mais alors dans Fille, disons que la fin du roman, c'est plutôt justement un tête-à-tête d'une mère avec sa fille, donc de deux femmes qui dialoguent et où il n'est plus question des hommes, c'est juste deux filles qui se disent bah oui, c'est quand même c'est merveilleux une fille, c'est merveilleux d'être une fille et c'est merveilleux d'avoir une fille. Parce que cette narratrice, au début du roman, quand elle naît, apparemment, c'est pas du tout merveilleux d'avoir une fille, puisque ses parents sont très déçus de ne pas avoir de garçon. Donc, Fille examine ce que c'est qu'une fille fait à la vie d'un individu, et je voudrais vous demander si vous êtes en mesure d'estimer ce que ça a fait à votre vie d'écrivaine, à votre œuvre de manière générale. D'être une fille? Ouais. Ah, ça, c'est compliqué, parce que comment dire, c'est évidemment très subjectif et peut-être que ça n'est pas vrai, mais en tout cas, moi, je veux dire ce que je ressens. Je crois que c'est quand même pas encore tout à fait, on n'est pas encore tout à fait parvenu à l'égalité dans le regard qui peut être porté sur la littérature écrite par des hommes ou par des femmes. Et je dirais que il me semble, alors peut-être que c'est aussi parce que je pratique beaucoup l'écriture de soi qui a encore un coefficient négatif, parce que tout ce qui relève de l'écriture de soi, c'est l'intime, donc c'est les petites histoires, entre parenthèses, de bonnes femmes. Enfin, j'ai lu ça quand même bien des fois en commentaire de certains de mes romans. Oui, bon, bah alors voilà, donc il n'y a que les femmes qui lisent ce genre de romans. Alors que les femmes lisent des histoires écrites par des hommes, des histoires où les hommes racontent leurs histoires d'amour avec des hommes ou des femmes. Alors qu'il semblerait que les hommes pensent que les romans écrits par des femmes sur des histoires de femmes, ou qui mettent en scène prioritairement des femmes, ça ne concerne que les femmes. Donc déjà, ça fait quand même une grosse différence dans le statut. Et le statut littéraire, enfin l'importance du travail d'écriture, je pense, j'ai l'impression, est un petit peu minorée du fait d'être une femme. Voilà. Maintenant, peut-être que c'est pas vrai, mais c'est ce que je ressens.
Dans la réception de filles, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu cet effet sexué ? C'est difficile à apprécier parce que il y a beaucoup plus, d'une manière générale, pour les romans, quels qu'ils soient, beaucoup plus de lectrices que de lecteurs. Mais en tout cas, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est de la part d'hommes. C'est un livre pour les filles. Alors qu'un livre qui s'appelle Filles, ça devrait intéresser ceux qui ne sont pas des filles. Je sais pas, c'est un petit peu de curiosité ne nuirait pas. Je sais, mais bon. Mais je ne sais pas. Enfin, je suis toujours très contente quand j'ai des amis d'ailleurs qui m'envoient des photos chaque fois qu'ils voient un homme qui lit Filles dans le métro, ou dans le bus ou dans le RER, ils m'envoient une photo. Donc j'ai comme ça une petite collection de quelques hommes en train de lire Filles. Alors, ça, là. Ils ont l'air absorbés. Alors, je voudrais revenir au choix de votre pseudonyme que vous avez évoqué. Donc, quand vous écrivez un texte dans lequel la narratrice est confrontée à un auteur ou une autrice, on ne sait pas, qui sait toute sa vie, qui sait un secret très important de son existence et qui le révèle, et donc elle ne sait pas qui le fait, ça ne peut être connu que par quelqu'un de très proche. Et le pseudonyme de cet auteur est Camille Laurence. Voilà, comme ça laisse ouvert toutes les possibilités. Et donc votre pseudonyme découle en fait de votre œuvre. À la réception, d'ailleurs, je me souviens que des critiques ont assuré que vous deviez être un homme pour avoir écrit un texte aussi maîtrisé. Et j'espère que vous avez apprécié le compliment à sa juste valeur. Alors, j'avoue que j'avais atteint mon objectif. Je voulais pas qu'on sache si j'étais un homme ou une femme. Comme c'était mon premier roman, il y avait aucun personne ne me connaissait. Et effectivement, il y en a eu plusieurs. Il y a plusieurs critiques qui étaient persuadés que j'étais un homme parce que c'était trop bien pour être une femme. Mais alors, au-delà de la question de l'identité sexuelle, est-ce que vous pensez que vous auriez pu écrire une autre œuvre sous le nom de Laurence Ruel ? Est-ce que vous pensez que ça vous a permis une plus grande liberté ? Oui, je crois. Enfin, ça c'est assez curieux parce que je dirais que mon pseudonyme s'est emparé de moi et que maintenant je me sens beaucoup plus Camille Laurence que Laurence Ruel. Cela dit, mon patronyme, donc Laurence Ruel, apparaît il apparaît à partir de mon 4e roman, dans l'Avenir, il apparaît, et ensuite je joue beaucoup, y compris dans un roman où il y a carrément un personnage qui est un double de la narratrice et qui s'appelle Laurence Ruel et qui interfère, qui intervient. Donc là aussi, c'est la question de l'identité. Je joue beaucoup sur l'identité sexuelle et sur l'identité littéraire, parce que mon propos, en fait, principal, c'est la question du double, de l'ambivalence, c'est ce que je disais tout à l'heure, du fait qu'on n'est pas ceci ou cela. C'est contre les assignations, qu'elles soient de genre ou ou littéraire, un genre littéraire ou une façon de procéder. Voilà, j'aime bien cette liberté de créer des personnages qui soient moi, qui ne soient pas moi, qui portent mon nom, qui portent un autre nom. Enfin, oui, la liberté est totale. Je l'ai davantage comme ça parce que mon pseudonyme au départ est né du fait qu'il me fallait un personnage de roman. Dans Index, c'était une mise en abîme, et oui. C'est borgésien à un point. Complètement, parce que j'étais vraiment dans la lecture de Borges, là, toutes ces premières années où j'ai commencé à écrire. Donc il y a vraiment les figures du labyrinthe, la bibliothèque, enfin tous les grands thèmes de Borges sont présents. Et oui, c'est vrai que il y a le tango dans Index, parce que elle cherche donc qui a écrit ce livre qui raconte sa vie, et donc l'auteur s'appelle Camille Laurence, et donc cette narratrice qui s'appelle Claire Després va partir à la recherche de cet auteur ou autrice qui connaît si bien sa vie qu'il ou elle peut la raconter en détail, et donc elle va tomber successivement sur plusieurs homonyme, dont un professeur de tango qui s'appelle Camille Laurence. Donc vraiment, moi, je me suis beaucoup amusée à avoir des avatars comme ça, des hétéronymes. Tous ces personnages étant moi et pas moi.
Et puis je suis aussi un professeur de tango. Vous nous ferez peut-être une petite démonstration. Si vous voulez, mais il me faut un partenaire ou une partenaire. Vous parlez du labyrinthe, mais en évoquant le fait que c'est plutôt nos premières œuvres. Néanmoins, la question des romans gigognes et de cette construction labyrinthique, elle dépasse largement cette première période de votre œuvre. Il y a un colloque qui s'était tenu autour de votre œuvre qui s'appelait Camille Laurence, le labyrinthe et le kaléidoscope, qui seraient les deux tropes de votre travail. Est-ce que vous pouvez expliquer, vous, comment vous le voyez ? Le kaléidoscope, c'est donc ce jouet. Enfin, ça serait bien que ça revienne un peu à la mode parce que je trouve que ce jouet était absolument magnifique. Donc, vous savez, c'est il y a un miroir et des petits morceaux de verre colorés. Et puis, selon qu'on tourne, ça fait des rosaces et avec les mêmes fragments de couleurs, mais agencés différemment, qui se reflètent dans le miroir. Ça fait des figures différentes. Et moi, je vois vraiment mes constructions littéraires comme ça. J'insiste sur le mot construction ou architecture, qui est un peu plus ambitieux, mais sur cette idée qu'avec finalement les mêmes éléments, les mêmes obsessions, les mêmes... Bon, j'aime pas le mot de thème parce que je n'écris pas à partir de thèmes, mais enfin, quand même avec les mêmes biographèmes, même, comme disait Barthes, les petits morceaux de vie, des fragments, des souvenirs, des fantasmes, enfin, mais qu'avec les mêmes fragments, j'agence différemment et que kaléidoscope, ça veut dire la belle forme, hein, la belle forme qu'on donne au regard. Et c'est comme ça que je conçois le roman et les livres en général, mais spécialement les romans, d'abord comme des belles formes. Donc j'essaie de les construire, qu'il y ait une architecture, des fondations, il faut qu'il y ait une forme d'harmonie ou de disharmonie, mais quelque chose qui tienne, quoi, qui soit pas inconsistant, qui soit pas juste écrit au fil de la plume. Donc je construis beaucoup. Et avec cette idée que, parce qu'on me dit parfois, mais alors, mais qu'est-ce que tu vas écrire maintenant t'as pas peur de plus rien avoir à dire? Non, parce que justement, ça n'est pas tant à écrire pour moi, ça n'est pas tant trouver un sujet. Justement, c'est même pas du tout trouver un sujet. Enfin, bien sûr, il faut qu'il y ait une histoire, un fil, mais c'est trouver une forme qui va me permettre d'avoir un rapport particulier à la langue, à la grammaire, au rythme des phrases. Donc voilà, je dirais que c'est d'abord un travail presque plastique ou sonore, plus que strictement littéraire. Plastique parce que pour moi c'est comme un livre, c'est un objet qui se construit comme une sculpture ou comme ou que je dessine, enfin. Et puis sonore, parce que la langue, c'est d'abord pour moi des rythmes, des jeux de sonorité. Voilà, donc pour le kaléidoscope, c'est surtout ça, que ce soit beau finalement, avec des petits fragments que j'agence à chaque fois différemment. Et puis le labyrinthe, c'est parce que c'est toujours cette idée que... il n'y a pas une ligne, il n'y a pas de linéarité, il n'y a pas une seule interprétation dans les actes, dans les gestes, la psychologie, qu'on ne peut pas savoir exactement qui est l'autre, qui on est mouvant, il y a une fluidité de l'être. Parce que j'aime beaucoup cette phrase de Montaigne, hein, je ne peins pas l'être, je peins le passage. Et j'aime cette idée de peindre le passage, donc ça n'est jamais, on n'est jamais arrivé, en fait, on peut jamais dire, ah bah tiens, voilà, c'est comme ça, je vous raconte ça, ça s'est passé comme ça, telle personne a tel caractère, bon. Donc le labyrinthe, c'est cette idée qu'on s'engage dans une voie et puis c'est une fausse route ou c'est une impasse où on s'est mal dirigé, donc on repart en arrière, on va dans une autre direction. Ce sont des sens, des pistes différentes, des interprétations, des lectures différentes de la vie, du monde. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des mises en abîme ou des
des agencements comme dans Celle que vous croyez, où on a plusieurs points de vue. J'aime beaucoup l'idée qu'une même histoire est racontée plusieurs fois. Je l'ai fait dans plusieurs de mes romans. Il y a plusieurs regards sur le même moment. Et ces regards sont différents ou nous font voir autre chose que ce qu'on avait vu la première fois. Donc c'est ça l'idée du labyrinthe, c'est qu'on n'est pas dans un espace clair et net. Et donc je reprends souvent cette image de la valse, c'est aussi le vertige, on ne sait plus où on est en fait. On est un peu perdu comme dans le labyrinthe. Et alors, quand on croit avoir trouvé quelque chose, c'est provisoire. C'est cette idée aussi de l'éphémère, de ce qui passe en fait. Vous avez évoqué dans plusieurs ouvrages, depuis Dans ces bras-là et puis dans Fille à nouveau, l'événement qui vous a sans doute fait écrivaine, en tout cas l'hypothèse que vous proposez dans Encore et jamais, qui est paru chez Gallimard en 2013, qu'après une agression sexuelle subie de la part de votre grand-oncle, vous en avez parlé à votre grand-mère, une femme très aimée et qui vous aimait énormément. Et sa première réaction immédiate a été de dire ce que tu m'as dit, ne le répète jamais. Et c'est le refus de vous conformer à cet ordre, cette transgression qui a fondé votre rapport à l'écriture. Ça m'a fait penser à une phrase de Novarina: ce dont on ne peut parler, c'est cela qu'il faut dire. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce geste littéraire? Oui, je crois que cet épisode assez tragique et sûrement à déterminer quelque chose de l'écriture, parce que il a fallu transgresser. Je dirais que l'écriture a été le moment où il a fallu transgresser cet interdit majeur de la grand-mère, effectivement, de ma grand-mère, puisque effectivement c'est complètement autobiographique, qui, pour toute réponse à la révélation que je lui faisais et à la demande évidemment de protection que je lui faisais, m'a dit, puisque c'était dans le cadre de la famille, surtout ce que tu viens de me dire, ne le répète jamais. Et cette idée il ne faut pas répéter, comme on dit aux petites filles, petites rapporteuses, tu répètes tout ce qu'on te dit. Voilà. Il ne faut pas rapporter les choses. Eh bien, je pense que oui, sans doute inconsciemment au départ, je suis venue à l'écriture, au roman, parce que il fallait que je fasse ce rapport. Il fallait que je le rapporte à quelqu'un de manière d'abord cryptée, et puis plus forcément aussi cryptée que ça, puisque c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui revient dans plusieurs de mes romans. Ce silence qu'on oppose à l'agression sexuelle, à l'inceste. Là, ça, dans Fille, je parle beaucoup de ça parce que ça m'a quand même beaucoup frappé, et ça continue à me frapper parce que le mot inceste n'a jamais été prononcé. Il y a aussi je m'intéresse beaucoup à la façon dont les mots traduisent la réalité et dont on cherche à les édulcorer, alors soit par le silence complet, donc là ne le répète jamais, ne dit rien, n'en parle pas, soit en minimisant, alors voilà, tripotage, pelotage, enfin tous les mots je me souviens très bien de l'époque, bon c'est rien du tout, il a les mains baladeuses, enfin des choses qui minorent complètement l'acte. Et dans Fille, je reprends cette idée parce que c'est vrai que ça m'est arrivé d'être invitée par des psychanalystes à un colloque sur l'inceste. Et quand j'ai dit à mon entourage, donc des gens qui non seulement connaissent ma vie, mais dans ma famille, mes amis, mais ont lu mes livres, j'ai dit que j'allais à un colloque sur l'inceste. Eh bien, tout le monde, absolument tout le monde m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire à un colloque sur l'inceste ?» C'est-à-dire que personne n'avait mis le mot, c'est-à-dire « Ah oui, d'accord », mais c'était... non, c'est-à-dire c'est pas le bon mot, le mot ne va pas. Alors, on ne te dit pas de te taire, mais on te dit quand même de ne pas employer les mots qui fâchent. Et j'ai été très, très surprise aussi, enfin pas surprise d'ailleurs, mais j'ai une lectrice qui m'a dit que quand elle avait lu Fille, quand elle est arrivée à ce moment-là, eh bien elle s'est dit, comme tout le monde, je raconte, et elle s'est dit, mais oui c'est vrai ça, pourquoi elle va à un colloque sur l'inceste? C'est-à-dire qu'elle-même venait de lire elle-même venait de lire la scène 100 pages avant, et eh ben, c'était pareil. Donc c'est
c'est quand même une drôle de chose, quoi, hein. Et bon, alors évidemment, là, on en parle beaucoup. Mais bon, en même temps, Christine Angot écrit l'inceste il y a déjà, oui, peut-être pas 30 ans quand même. 93. Mais... Ah oui, ça. Ah oui. Mais bon, là, ça revient beaucoup. Mais c'est comment dire, on a l'impression qu'il faut vraiment un coup d'éclat médiatique pour que ça parle enfin, quoi. Alors, en dehors de cette première pierre dramatique sur laquelle se fonde votre envie, votre besoin d'écrire, il y a quelque chose d'infiniment joueur dans votre rapport à l'écriture, dès le départ, dès Index, et qui ne va jamais disparaître, en particulier dans votre rapport à l'humour, qui passe par des ruptures de ton, des calembours, des citations détournées, de l'ironie en pagaille et des blagues, toujours des blagues qui émaillent vos livres. Et Fille ne cesse d'en donner de grinçants exemples, parfois hilarants. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous, l'humour ? Ah oui, non, ça c'est absolument essentiel, parce que je pense que je sens en moi une tentation sinon du tragique, du dramatique, enfin, c'est-à-dire de quelque chose de trop affectif, de trop douloureux, et j'ai besoin, c'est une protection aussi, l'humour, c'est une protection. Moi, je me protège moi-même, et je pense que je protège aussi un peu les lecteurs, c'est-à-dire je n'ai pas envie parce que je sens qu'il y a des moments qui sont très difficiles, qui sont étouffants, qui sont glaçants, et moi, mais c'est comme ça aussi dans la vie réelle, j'ai besoin de désamorcer, et puis j'adore les jeux de mots, ça c'est mon rapport à la langue depuis toujours, donc voilà, c'est qui vient à la fois dans ma famille, c'était un peu l'almanach Vermeaux. Je ne sais pas si ça parle encore à quelques-uns. Vraiment, avec les jeux de mots stupides, mais bon, ça m'a marqué. Et puis, du côté de mon père, mon père adorait tous les Pierre Dac, Francis Blanche, donc tous les jeux de mots. Comment vas-tu, tu y haut de poil, etc. Pas Malakoff et toi la matelas, donc tout ça est voilà, c'est resté pour moi, ça fait aussi partie de la langue, et puis les blagues, oui, tout ce qui désamorce, tout ce qui allège. Maintenant, je cite systématiquement cette phrase, et je ne sais pas de qui elle est. Je crois qu'elle est de Raymond Queneau, mais bon, on m'a dit que non, alors je ne sais pas, mais enfin, on va dire Queneau. L'humour est fait pour décaper les grands sentiments de leurs conneries. Voilà. Et je trouve que c'est exactement ça, parce qu'il y a quelque chose oui, d'un peu bête quand même dans le pathos. C'est un moment, ça dégouline, et ça devient quelque chose de... On se sent pas bien dans quelque chose de trop pathétique, alors qu'il y a des événements qui incitent malgré tout à ce genre d'effet. Et donc, voilà, c'est décapé. Oui. Alors, ça fait que l'humour a un peu le même genre de fonction que la structure. Enfin, le fait de tenir, oui, d'avoir à la fois... de pouvoir évoquer certains événements à la condition d'instaurer une distance. Vous disiez tout à l'heure, oui, de se tenir, de ne pas être informe. Oui. Voilà, et ça passe à la fois par la structure et par le rapport à l'humour. Oui. Ce sont des armes, en fait. Ce sont des armes, mais aussi, comme on dit, le béton armé. C'est-à-dire, c'est ce qui tient, c'est une colonne vertébrale, c'est ce qui permet, moi, de me tenir. Et ce qui permet au livre de tenir, c'est à la fois la rigueur de la grammaire. Moi, je suis très, très attachée à la grammaire. Je sais que, bon, voilà, ça n'a pas bonne presse, j'ai l'impression, mais pour moi, c'est important. Et quand j'étais professeur, c'est vraiment, pour moi, comprendre comment une phrase fonctionne, comment c'est fait, comment les subordonnés, tout ça, c'est très important. Savoir comment on parle, comment on s'exprime,
toutes les circonstances du discours. Voilà. Donc ça, et c'est une arme, la parole, savoir parler, savoir écrire, savoir manier la langue. C'est une arme pour tout le monde. Et moi, c'est aussi ce qui m'arme, comme l'humour, l'ironie aussi. Bon, l'ironie, mais encore plus à distance. Mais c'est plus rude l'ironie, mais c'est bien utile aussi. Il y a une phrase de Duras que vous citez souvent pour évoquer votre rapport à l'écriture de soi. L'événement a eu lieu, mais ensuite, ce qui a été écrit remplace ce qui a été vécu. Et par ricochet, ça me fait penser à une phrase de l'autrice anglaise Deborah Levy, qui a reçu le prix Femina en 2020 en littérature étrangère, à laquelle vous avez consacré dans Le Monde des livres un feuilleton très beau. Et donc dans ce livre, elle notait, et ça donne son titre à son livre, l'écrit que vous lisez à présent, c'est le coup de la vie. Est-ce que vous faites, vous, un lien entre ces deux phrases? Enfin, est-ce que ça vous pensez que ça vous parle de vous aussi La phrase de Duras, l'événement a eu lieu, mais ensuite, ce qui a été écrit remplace ce qui a été vécu. Oui, c'est-à-dire que... Oui, le livre de Deborah Levy, enfin, les livres, ils sont vraiment... C'est magnifique, mais justement, c'est le rapport entre la vie et l'écriture... qui, moi, me passionne. Enfin, c'est l'endroit où je me trouve. Donc, je pense qu'il faut que l'événement ait eu lieu, comme dit Marguerite Duras. Mais c'est ça qui est difficile à comprendre, parce que quand je parle à des lecteurs ou des lectrices... voilà, on a tendance à me ramener à ma propre vie, toujours à me dire mais alors ça c'est vous, c'est pas vous, à me demander si ça c'est vécu ou pas. Et pour moi c'est important que oui les événements aient eu lieu, que je sache de quoi je parle, mais ensuite il y a une transformation, c'est vrai, mais il y a une transformation de toute façon on transforme quelque chose qui a été vécu en mots et en phrases. Donc forcément, il y a non pas une déperdition, mais une transformation, une métamorphose. Alors le coup de la vie, je sais pas. Pour moi, la question, c'est plutôt le rapport entre vivre et écrire et parfois. Parfois, je voudrais juste vivre, en fait. Mais vivre n'est pas intéressant si je n'écris pas. Donc, en fin de compte, ça ne me coûte pas du tout d'écrire. Mais peut-être que je raconte dans mes livres ce que ça coûte de vivre aussi. Vous lisez beaucoup vos contemporains, comme juré du Femina de 2007 à 2019, puis comme juré Goncourt depuis 2020, et désormais donc comme feuilletoniste au Monde des livres. Est-ce que cette fréquentation littéraire des autres vous apporte quelque chose comme écrivaine, vous nourrit et sinon, cette appartenance à de grandes institutions littéraires, qu'est-ce que ça veut dire, à part que vous renoncez pour toujours au Goncourt? Oui, ça c'est sûr. Oui. De toute façon, j'y avais déjà renoncé. Hein. Mais non, mais pour moi, c'est important d'abord parce que ça me permet de me tenir informée de ce qui paraît, et je suis très sensible à mes contemporains. En fait, ça me plaît. Moi, je suis absolument pas blasée chaque fois que je reçois un livre. Que j'ouvre l'enveloppe, que je commence à feuilleter le livre, c'est une émotion. Donc je commence à avoir un panorama assez complet de ce qui s'écrit ici et maintenant. Et voilà, et pas seulement, parce que bon, j'ai fait des études de lettres, alors vraiment la littérature, j'en connais une partie, mais ce qui s'écrit maintenant, pour moi, c'est largement aussi important, contrairement à ce que pensent beaucoup de professeurs. Pour qui la littérature s'arrête au mieux en 1950 avec le nouveau roman, et parfois bien avant, au 19e siècle. Donc pour moi, il y a des choses merveilleuses. Donc pouvoir en parler, ça m'intéresse. Ensuite, qu'est-ce que ça va pouvoir en faire l'éloge, promouvoir aussi bien en écrivant donc une chronique dans le Monde des livres que
que essayer de les faire connaître par un jury littéraire. C'est ça l'idée. Pour moi, le Goncourt, c'est juste un lieu de puissance par rapport à la littérature. Pas un lieu de pouvoir, mais un lieu de puissance qui me permet, alors évidemment, je suis toute seule, c'est un jury, donc je ne peux pas, moi, toute seule, avec ma petite voix, faire beaucoup, mais je peux faire un peu quand même pour faire découvrir des voix qu'on ne connaît pas forcément. Et puis, je sais, pour avoir eu le Fémina, moi, en 2000, à quel point ça peut aussi changer la vie. Je veux dire, même matériellement, il faut quand même penser à ça aussi. Des auteurs qui ont besoin de reconnaissance symbolique, mais aussi économique. La question de la transmission est importante aussi pour vous. Enfin, le fait de promouvoir d'autres voix, de les faire connaître, ça participe de... Enfin, et puis même, étant donné la place de la citation d'autrui dans vos romans, d'ailleurs, vous prenez bien soin d'indiquer en index souvent la provenance de ces phrases. C'est votre côté prof qui vous accompagne. Oui, non, mais je sais pas. C'est vrai, on me dit ça quelquefois. Je pense que c'est plus... c'est mon côté prof au sens où j'ai mémorisé beaucoup, oui, et d'ailleurs j'embêtais beaucoup mes élèves quand j'étais dans le secondaire parce que je leur faisais apprendre des récitations et que alors là c'était vraiment une autre époque, alors que je leur disais mais non, mais vous verrez un jour où vous serez triste tout seul chez vous sans livre, ou vous serez en voyage, vous n'aurez pas de livre sous la main, d'avoir dans votre mémoire un poème de Rimbaud ou de Baudelaire, vous verrez, ça pourra être utile. Donc moi j'ai beaucoup fait ça, j'ai beaucoup appris par cœur des tirades de Racine, de Marivaux, donc c'est vrai que quand j'écris, j'ai des moments, un moment je me dis tiens, tel mot il est dans tel passage, donc je le fais moins, mais j'ai eu tendance à beaucoup le faire, mais parce que pour moi ça n'est pas pour mettre en avant ma culture littéraire, c'est parce que sont des souvenirs de lecture, ou des souvenirs, parce que j'ai mémorisé les textes, qui sont comme les autres souvenirs. C'est-à-dire ce souvenir d'un vers de Racine, c'est comme ce souvenir de l'arbre qu'il y avait dans le jardin quand on allait en vacances chez les grands-parents, ou du chien qu'on a eu quand on avait 10 ans. C'est de la même nature. C'est pas tout d'un coup, c'est pas la culture qui serait opposée aux autres choses qu'on a en mémoire. C'est-à-dire que la littérature, c'est ma mémoire. Ça fait partie de ma mémoire. C'est pas juste quelque chose comme ça que j'ai appris. Ça m'a faite, quoi. Je suis faite de ça. Alors, vous êtes vous aussi fait de ça, je pense. Et le temps des questions de la salle est venu. Vous n'hésitez pas, le micro va circuler. Il suffit de lever la main et il viendra à vous. Voilà. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour vos propos très simples qui permettent de vous comprendre. Je voulais vous dire que le choix d'un prénom éponyme vous a réussi, vous avez bien fait. J'aime bien la façon dont vous avez construit finalement le début de votre notoriété à travers ce choix où j'ai trouvé une certaine ironie finalement. Vous en parliez tout à l'heure. Ma question porte sur votre sujet. Vous avez dit que votre sujet, c'était l'ambivalence de l'identité. L'identité, ça n'a pas de genre ou ça a deux genres, et pourtant vous ne parlez que d'un genre. Donc pourquoi ne dites-vous pas que mon sujet c'est l'ambivalence de l'identité féminine, ou alors ça sera l'objet de votre prochain roman, je ne sais pas, l'identité masculine, mais en réalité c'est pas l'identité tout court pour votre sujet, semble-t-il. Oui, c'est vrai, cela dit, je pense qu'il y a une ambivalence aussi forte de l'identité. Enfin, d'ailleurs, le mot, voilà, c'est plutôt une ambivalence du côté masculin. Simplement, je la connais moins, je m'y suis moins intéressée dans mes livres, mais vous avez raison. Oui.
je parle. Je dis il faut que l'événement ait eu lieu, et donc j'ai tendance à parler non pas de ce que je connais, mais depuis ce que je connais, depuis ce que j'éprouve, et donc je parle depuis moi. Une autre question. Merci. Bonsoir, ou plutôt bonjour, et merci beaucoup pour tous vos éclairages sur votre façon d'écrire et ce qui importe pour vous. Vous avez dit tout à l'heure que vous aimiez beaucoup la grammaire, et je voudrais savoir ce que vous pensez de l'écriture inclusive et si vous l'utilisez. Je trouve que dans Filles, il y a deux passages où j'utilise l'écriture inclusive de manière humoristique, puisque c'est un moment où précisément c'est quand le père attend, donc à une époque où il n'y avait pas encore d'échographie, il attend la naissance de son enfant et il ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, donc j'emploie l'écriture inclusive inconnu, point E, un point E, un ou une inconnue, voilà, qui va arriver. Autant je comprends qu'on ait besoin de l'écriture inclusive dans la société. J'essaie, dans la mesure du possible, en tout cas dans tout ce qui est administratif, papier officiel, que systématiquement il y ait mention du féminin et du masculin, donc d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a plusieurs écritures inclusives maintenant, c'est plus forcément le point médian, enfin bon. Alors, on peut aussi utiliser juste lecteur et lectrice, citoyenne et citoyen, etc. Mais en revanche, c'est absolument impensable et impossible dans la littérature. Enfin, je veux dire, je pense que jamais je n'écrirai en écriture inclusive. Alors, ou alors, il faudrait adopter ce système qui consisterait à accorder avec le nom le plus proche, voilà, ou des choses comme ça. Mais je me vois pas du tout écrire en écriture inclusive. Pour moi, ça, justement, ça romprait pas tant le... Puis alors, à l'oral, quand vous faites une lecture en écriture inclusive, comment vous lisez, hein, vous n'allez pas lire une page de roman en disant point E, point S. Bon, c'est donc absolument... Et puis quand même au niveau de la musique, des sonorités, de la lecture à voix haute, tout ça, c'est impossible. Mais je pense que c'est important de mentionner autant que possible dans la vie courante. D'ailleurs, vous mentionnez dans Filles cet apprentissage par la grammaire que le masculin l'emporte sur le féminin. Cette scène qui est... Oui. Bien sûr qu'il y a une phrase que j'ai entendue, moi, constamment. Moi-même, dans la petite école où j'étais, dans l'école primaire, il y avait c'est peut-être ça qui m'a façonné, d'ailleurs, les règles de grammaire. Bon. Et il y avait accord, la règle d'accord, le masculin l'emporte sur le féminin. C'était écrit sur le mur. Donc, quand vous passez quelques années comme ça, avec le masculin l'emporte sur le féminin, parce que on m'a dit oui, mais c'est seulement une règle de grammaire, ça s'applique pas. Bah oui, mais est-ce qu'un enfant fait la différence entre la règle de grammaire et ça finit par être martelé dans le cerveau donc. Bonjour, je m'appelle Camille. Alors, excusez-moi, mais je vais être cash. Bon, ça va être désagréable ? Non. Au début, quand j'ai lu Filles, je me suis dit, encore de l'autofiction, j'en ai marre. Mais qu'est-ce que vous en savez d'abord, que c'est de l'autofiction ? Oui, mais justement, c'est là où je me trompais. Ah. Et très vite, non, excusez-moi. Et très vite, je me suis rendu compte que votre livre était une construction et qu'il raconte vraiment très bien l'histoire d'une femme, des femmes, dans les 50-60 dernières années, où beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître.
Et vraiment, je trouve qu'il y a une dimension sociologique très importante dans ce livre. Et pour moi, là, vous atteignez celle que je porte au nu de la littérature contemporaine, à savoir Annie Ernaux. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé l'humour. Donc vous voyez, je ne me suis pas arrêtée à mes premières remarques complètement débiles. Merci beaucoup. Et je suis très flattée de la comparaison avec Annie Ernaux, que j'admire beaucoup. Oui, alors sur la question de l'autofiction, bon, d'abord, j'évite le mot parce que là, pour le coup, c'est quand même un peu comme féministe, c'est même pire, c'est forcément négatif. Mais bon, le personnage s'appelle Laurence Barraquet, donc vous savez que la première règle de l'autofiction, c'est quand même que le nom de l'auteur et le nom du personnage principal, du narrateur ou de la narratrice coïncident. Donc déjà, ça n'est pas le cas. Mais bon, ça serait un autre débat, mais ça relève de l'écriture de soi, en effet, comme je le disais tout à l'heure, parce que j'écris à partir de moi, mais ensuite, c'est une construction romanesque totale. Oui. Oui. Merci. Bonjour, merci pour vos interventions, vos livres et vos chroniques de livres. Vous avez évoqué tout à l'heure le livre de Déborah Lévy, qui a été magnifiquement traduit par Céline Leroy. Et ma question portait justement sur la réception de vos livres à l'étranger. J'aurais voulu savoir s'il y avait des pays où vous étiez plus particulièrement traduit et quelle était votre relation de travail avec les traducteurs ou traductrices ou traductrices. Ah ben c'est très variable. Je suis traduite dans plus de 35 pays. Ça dépend des romans, mais enfin, la plupart de mes romans sont quand même très largement traduits. J'ai assez peu, et d'ailleurs je m'en étonne, j'ai assez peu de relations avec les traducteurs et les traductrices. Ils m'écrivent assez peu, mais ça arrive. Parfois, c'est d'ailleurs un peu houleux, mais c'est pas pour un roman, mais pour le livre que j'ai écrit sur le modèle de la petite danseuse de 14 ans de Degas, qui a été traduit aux États-Unis. Le traducteur américain n'a cessé de me faire ce qu'on appelle aux États-Unis le fact-checking, hein, c'est-à-dire là justement, alors sur la question là c'est pas de l'autofiction parce que c'est plus un essai, mais c'est vérification des faits, c'est-à-dire c'était classé aux États-Unis en non-fiction, non-fiction, et donc il fallait une frontière très nette entre ce qui est de la fiction et ce qui n'est pas de la fiction. Et donc ça donnait des questions un peu surréelles du genre à un moment j'écris donc j'ai fait une enquête pour le modèle de la petite danseuse de 14 ans et j'écris puisqu'elle posait nue pour Degas et j'écris dans l'atelier elle se déshabille derrière un paravent et mon traducteur m'a écrit, ça n'est qu'un exemple, pour dire mais comment savez-vous qu'il y avait un paravent? Bon, alors je lui dis, écoutez, voilà, parce que j'ai vu des photos d'ateliers au 19e siècle, les modèles qui posaient nus, voilà, il y avait un paravent et elle est derrière, et j'ai été obligée d'envoyer des photos. Voilà, mais donc ça justement, je dirais, c'est un peu la dérive de maintenant de la vérification. Et ça a l'air de toucher un peu le roman, mais c'est vérifier qu'on est dans la fiction ou pas dans la fiction, quoi. Mais sinon, je ne sais pas s'il y a des pays... non, il y a des pays qui maintenant me traduisent systématiquement. D'autres qui traduisent quelques livres et puis qui arrêtent ou qui reprennent. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de règle. Bonjour Camille. Tu aimes la grammaire évidemment, mais tu aimes aussi beaucoup la chanson et tu aimes la danse.
et ce qui fait aussi la densité et le rythme de tes écrits. Mais justement, est-ce que tu pourrais aussi parler un petit peu de toi parolière ou de toi femme de théâtre, et puis de la danse, le rôle que joue la danse, le rythme, non pas seulement dans ton écriture, mais aussi dans ta vie et dans tes autres, dans tout ce que tu fais d'autre. Oui, alors pas de ta vie privée en tant que telle. Oui, j'ai bien compris. Non, alors, parolière, je vais l'enlever tout de suite parce qu'effectivement, j'ai fait une chanson pour le groupe Indochine il y a déjà un certain temps. C'était en 2000, parce que Nicolas Sirki, le leader du groupe Indochine, avait lu Dans ces bras-là, et voilà, il m'a contacté à ce moment-là pour faire une chanson. J'ai donc fait une chanson avec lui. Mais c'est tout, donc parolière, hein, c'est quand même assez limité. Ensuite, la danse, oui, je parlais du tango. Le tango, j'ai une passion pour le tango, mais aussi la valse. Enfin, je ne pratique pas en crinoline, rassurez-vous. Mais j'ai fait récemment, j'ai participé au festival Concordance avec la chorégraphe Joan Layton. Nous avons donc, j'ai écrit des textes pour le spectacle qui s'appelle Elle et Elle, qui correspond à Laurence, enfin Layton, Joan Layton et Laurence, donc Elle et Elle, parce que nous c'est beaucoup. J'ai écrit les textes et elle a fait la chorégraphie. Et nous avons, c'est ça la particularité pour une écrivaine, c'est spécial. Nous avons dansé toutes les deux, donc. Lors de ce festival. Alors, normalement, ça va être repris, mais enfin, avec le Covid, là, ça a été sans cesse reporté, mais normalement, on devrait redanser bientôt. Donc oui, c'est très important. J'adore la danse contemporaine. Je vais beaucoup... je vais me précipiter quand ça va être possible, voir la danse. Parce que pour moi, le mouvement... je dirais que le mouvement des corps, c'est aussi une forme de grammaire, de langage, et c'est comme un complément au fait que souvent c'est silencieux, mais ce sont les corps qui parlent, mais ça me touche beaucoup. Donc oui, c'est peut-être parce que c'est le lieu du corps là où l'écriture on s'absente un petit peu quand même. Donc ça me permet de rejoindre le corps, oui. Alors, je vous propose de rejoindre en pas chassé l'espace de signature. De l'autre. Chiche, j'adorerais. Pour la signature de Camille Laurence. Il y a d'autres auteurs en signature en haut. On vous invite à vous promener, y compris à danser, si tel est votre bon plaisir. C'est la Villette, tout est possible. Merci beaucoup. Merci Camille Laurence. Bonne journée. Merci.